Mes résolutions pour la nouvelle année, donc l'année 2026, au moment où est fait cet enregistrement, nous sommes au début du mois de janvier de l'année 2026 et j'ai décidé de vous partager des résolutions que j'ai prises envers moi-même par rapport à l'année qui commence. Certains vont prendre des résolutions en début d'année de faire plus d'exercices physiques, d'aller s'entraîner en salle. Il y en a qui vont prendre comme résolution d'arrêter de fumer la cigarette ou arrêter de boire de l'alcool. C'est propre à chacun. Les gens n'ont pas non plus à prendre nécessairement des résolutions. Mais c'est intéressant quand même quand les gens peuvent avoir des objectifs de vie qui vont se fixer par eux-mêmes, là, pas sous l'influence de d'autres personnes ou de la publicité ou de personnes là, sur le web, là, des influenceurs, mais que ça vienne d'eux, tout simplement. En fait, comme résolution, bien, lors de l'année 2025-2024, j'ai fait de nombreuses vidéos là, sur ma chaîne YouTube en lien avec mon étude que je fais quand même assez intensive là, par rapport au secteur de l'investissement. Que je fais ça, une étude en lien avec les actions, fonds négociés en bourse et aussi le secteur des métaux, des crypto-monnaies. Pourquoi? Ben, pour plusieurs raisons en lien avec ma vie, mon existence présente. C'est en lien avec des constats que j'ai faits par rapport à des failles liées au système dans lequel je me trouve. En fait, lors de l'année 2023, donc un peu plus de 2 ans, j'ai dû être opéré au privé en lien avec un problème de santé. Et le fait que dans les mois et les années qui ont suivi, parce que ça fait au-dessus de 2 ans, j'avais demandé une référence dans le réseau public, je ne l'avais pas eu pour rencontrer un urologue. Et j'ai toujours pas de nouvelles, presque 2 ans et demi après. En fait, j'ai au fil du temps réalisé les lacunes du système de santé là, qui sont souvent décriées dans les bulletins de nouvelles ici au Québec là, régulièrement. J'ai pas l'impression que ça va aller en s'améliorant avec le vieillissement de la population dans les prochaines années. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé. Ça m'a créé un choc. Chaque personne vit ces événements. Là. Moi, ça a été en 2023, en lien avec une opération que j'ai eue d'urgence. Mais quelqu'un d'autre, ça pourrait être autre chose là aussi. Là. Ça m'a réalisé l'importance de l'argent, qu'on vit dans une société matérialiste. Ça prend des ressources financières, entre autres pour avoir accès à des soins de santé décents, puis faire face à différents imprévus. Il y a un adage qui dit que dans la vie, il faut se préparer au pire tout en espérant le mieux. Puis je pense qu'il y a beaucoup de sagesse là-dedans, de pertinence. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui se fient que ce soit le gouvernement au Québec ou la même chose en France, qui vont être en mesure dans quelques années d'honorer les montants là, qui sont promis aux gens pour la retraite, j'ai des sérieux doutes. D'ailleurs, en bas de l'enregistrement, je vais vous partager le lien web là, d'une vidéo qu'a faite un Européen qui s'intitule « Pourquoi le système des retraites va s'effondrer et comment s'en sortir ». Donc, en fait, les constats des failles du système liés au filet social, que ce soit au niveau santé, retraite, m'amènent à vouloir travailler, développer entre autres mon autonomie financière. Donc, c'est sûr que ça fait plusieurs décennies au Québec que le système de santé présente des délais importants comparé du privé pour rencontrer un spécialiste comme un urologue. Et puis, je suis très pessimiste par rapport au système de santé ici. Et ça prend de l'argent pour, à mon avis, avoir des soins décents dans un délai raisonnable. Puis pour avoir l'argent, bien, naturellement, l'un des moyens d'y arriver, c'est d'investir en bourse ou immobilier, tout dépendant les intérêts et les compétences de chacun. Donc, c'est sûr que c'est important, à mon avis, un peu comme l'expliquait Pierre McSween, qui est ici au Québec un comptable là, qui passe régulièrement dans les médias. Bon, lui, ce qu'il propose à travers son livre, parce qu'il écrit plusieurs livres, dans l'un d'entre eux, il est question que, idéalement, la personne dans sa vie, c'est d'avoir un fonds d'urgence,
ensuite avoir l'équivalent de 2 ans de salaire pour pouvoir par la suite se réorienter pour faire quelque chose que la personne va vraiment aimer, plutôt que prendre un emploi rapidement pour des raisons de survie. Donc, avoir le temps de négocier ou de trouver un emploi qui va plus répondre à ses besoins et idéalement parvenir à l'autonomie financière. Et là, lui, il a écrit un livre qui s'appelle Liberté 45, à ne pas confondre avec Liberté 55, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y avait des gens qui prenaient leur retraite à 55 ans. Donc, quelqu'un qui investit en commençant jeune, ça peut être possible, envisageable en début de la quarantaine. D'ailleurs, il y a un mouvement de gens associés au mouvement américain ici, FIRE, là, je pense à Jean-Sébastien Pilote, qui sont des jeunes qui prennent leur retraite au début de la quarantaine. Je ne vise pas nécessairement en passant là, à prendre ma retraite demain matin, mais je vise à être prêt à faire face à différentes opportunités et surtout d'avoir la marge de manœuvre de le faire. Et c'est sûr qu'il y a une très grande différence entre quelqu'un qui travaille un peu comme un esclave parce qu'il n'a pas le choix pour répondre à des besoins de survie comme s'alimenter, payer le coût, par exemple, de son logement, versus quelqu'un qui travaille, mais avec la possibilité d'arrêter quand il veut parce que l'autonomie financière. C'est pas pareil, pas en tout comme optique ou rapport au travail, là. Ce qui m'a, entre autres, amené à m'intéresser à des youtubeurs là, sur Internet là, qui sont parvenus à l'autonomie financière. J'en parle abondamment. Je ne détaillerai pas plus là-dessus, mais les lacunes du système québécois, je veux quand même mettre l'emphase là-dessus. Donc, probablement qu'au niveau de la retraite, la Régie des rentes, ça va être problématique au Québec là, par rapport aux gens qui sont prélevés de l'argent moi-même sur les payes. Mais peut-être qu'au moment de bénéficier de l'argent qu'on prélève, ça va être difficile d'y avoir accès. Donc, si la population vieillissante augmente, ensuite le réseau de la santé, ça risque de se dégrader avec le vieillissement de la population. Ensuite, d'autres secteurs d'activité sont problématiques. Prenons par exemple le secteur de la justice. Bon, quelqu'un qui va aller en cours au Québec, qui veut faire une poursuite pour se payer un avocat, ça peut prendre peut-être environ 5 000 $ au minimum, là. Puis il peut avoir un délai à peu près 2 ans et demi d'attente avant de passer en cours. Fait que là, si la personne, prenons par exemple quelqu'un qui est accidenté de la route avec la Société d'assurance automobile ou CNESST, la personne évalue qu'elle a été sous-évaluée, puis j'ai connu des gens qui ont évalué être sous-évalués, problème d'indemnité. La personne, elle se ramasse avec une période sans salaire d'environ 2 ans avant de passer en cours pour être indemnisé à la juste valeur. Ou elle peut recevoir de l'argent, mais ce n'est pas suffisant par rapport à la nature des problèmes physiques qu'elle a. Bon, pendant toute cette période-là, la personne peut vivre des problèmes de stress, d'anxiété, d'angoisse, parce que dans une situation problématique. Fait que c'est sûr que dans le fond, s'il y a un adage qui dit si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Donc, l'une des choses qui m'a apporté beaucoup dans ma vie au fil du temps, ça a été l'étude des gens qui sont dans la merde, en bon québécois, ou en français dans la merde. Donc, les gens qui souffrent, qui sont situés sont dans des problématiques de santé graves, mais ils n'ont pas de soins décents, qui vont vivre des problèmes là, parce qu'ils ne sont pas pris en charge en temps dans le réseau de la santé ou les autres réseaux là, associés au système public, au filet social qui sont déficients. C'est souvent étant confronté donc à ce type de personnes que ça m'amène à réaliser l'importance d'une certaine autonomie financière. Parce que des gens qui ne sont pas prêts sont confrontés à des épreuves. Donc, quelqu'un qui perd son travail du jour au lendemain parce qu'il n'est plus capable de le faire physiquement parce qu'il a été blessé dans le cadre d'un accident de travail, la personne n'est pas indemnisée dans un délai raisonnable ou à sa juste valeur. Fait que là, la personne n'est plus capable d'arriver financièrement chaque mois. Puis là, si elle veut poursuivre pour avoir plus d'argent, il y a un délai pour aller en cours. Puis là, il faut qu'elle... Si la personne n'a pas l'équivalent de 2 ans d'économie que tantôt je parlais de Pierre McSween,
pour passer en cours, pour subvenir à ses besoins ou ceux de sa famille, si la personne a des enfants, ben là, ça devient problématique. Puis il y a des gens qui vivent beaucoup de stress là, au niveau financier. Ça, c'est un aspect de la vie. Il y a un stress psychologique qui peut être vécu aussi. Si par exemple quelqu'un qui est diagnostiqué atteint d'un cancer, mais le délai d'opération représente plusieurs mois, puis il y a un risque que naturellement le cancer fasse des métastases puis se propage au sein de l'organisme pour, dans le fond, devenir mortel, puis amener la personne à la mort quelques mois après, si elle n'est pas pris en charge dans un délai rapide, ça c'est un autre problème qui peut engendrer un malaise là, naturellement. Donc, en fait, ce que je peux dire sinon, ben, j'ai connu les lacunes du système au niveau des services de garde au Québec. Dans le sens que moi, je suis père d'une fille qui aujourd'hui a un peu plus de 3 ans. Et naturellement, au moment de sa naissance, ma conjointe avait donné son nom sur une liste pour avoir accès à un CPE, une place de service de garde de type gouvernemental, là, où le service de garde coûte moins cher qu'au privé. Et naturellement, on n'a jamais été appelé pour une place à temps plein. On a été appelé pour une place à temps partiel. Mais si ma conjointe et moi, on travaille à temps plein, ben là, ça demeure quand même problématique. Puis les gens qui ont accès à des places, c'est très difficile. On ne peut pas se fier là-dessus. C'est comme une espèce de loterie, mais il y a des réseaux de contacts aussi qui vont avantager certaines personnes, là, malheureusement, pour accéder plus rapidement que d'autres à des places là, en service de garde. Donc, c'est vraiment malheureux. Là. Il y avait un gag là, où, par exemple, des parents se faisaient appeler alors que l'enfant avait plus l'âge d'aller en service de garde pour dire que ben, une place s'est libérée pour votre enfant. Sauf que le problème, l'enfant est rendu, admettons, en 3e année du primaire, tu sais, où l'enfant est rendu à 7-8 ans. C'est plus le temps, là, parce que c'est entre 0 et 5 ans. Donc, bref, le système a des lacunes. Bon, on n'a pas eu accès en CPA, on a été au privé. Oui, aller faire affaire avec une éducatrice en service de garde privé. Le gouvernement au Québec, pour compenser le coût plus important que le service public, va donner un montant d'argent pour compenser. Par contre, ça a ses limites aussi parce que nous autres, l'automne passé, 2025, l'éducatrice, dans le fond, elle a été opérée à l'un de ses seins pendant 6 semaines, a été en convalescence par la suite. Il a fallu qu'on se débrouille. Puis il n'y avait pas personne d'autre pour la remplacer. On a été chanceux parce qu'on a une voisine là, qui a accepté de garder notre fille. Mais c'est tout ça pour vous dire qu'à différents niveaux, il y a des lacunes. Je suis conscient que présentement, il y a une partie de personnes qui ne travaillent pas sur le marché du travail, non pas parce qu'ils ne veulent pas travailler ou qu'ils sont paresseux, mais c'est parce qu'ils n'ont pas accès à des places en service de garde tout simplement. Il n'y a pas de personnes pour garder leurs enfants. Donc, en même temps, ben, l'ironie du sort, c'est que la population décline au Québec. Puis là, il y a des gens qui vont dire, ben là, les jeunes devraient avoir plus d'enfants. Mais oui, mais si les jeunes ont plus d'enfants puis n'ont pas accès à des places en service de garde, puis en même temps, ben, le coût de la vie augmente. Donc, pour arriver puis vivre dignement, ça prend 2 salaires. Surtout avec l'augmentation de la valeur de l'immobilier au Québec, là, le coût des maisons. Là, depuis la période dite de pandémie, début 2020, ça a explosé. Là, que ce soit la ville de Montréal, Québec. D'ailleurs, je regardais récemment un article qui expliquait que l'un des enjeux qui se dessine de plus en plus, c'est le fait que la génération présente des plus jeunes n'auront probablement pas accès, dans le fond, à la maison, à la différence des générations précédentes, comme ça, des baby boomers, là. Donc, c'est un enjeu de société. Donc, la société ne tourne pas rond au Québec, au Canada. Je sais qu'en France, il y a des problèmes aussi là, d'endettement là, de l'État-nation, là, comme le Canada. Là, ça, c'est clair, là, c'est sans équivoque. Fait que j'en suis venu à une conclusion très simple. Là.
Surtout que dans mon cas, euh, il est possible que, dans le fond, mon travail soit éventuellement remplacé par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a des spécialistes au Québec qui parlent de la possibilité qu'un emploi sur 5 va disparaître. Donc, au Québec, il pourrait être remplacé par l'intelligence artificielle. Fait que toute la conjoncture que le filet social qui a été bâti au fil de plusieurs générations laisse à désirer. Puis le fait que aussi, il y a peut-être des gens qui sont interpellés. Là. Il y a sans doute beaucoup de personnes dans les prochaines années vont perdre leur emploi au profit du développement de l'intelligence artificielle. Tous ces éléments-là m'amènent à l'importance d'étudier l'autonomie financière pour faire face à tous ces enjeux-là. Il y a des gens qui vont m'écouter, ben là, ils vont me dire tu capotes pour rien, tu fais de l'anxiété, mais il y a des faits concrets. Je suis en contact aussi avec une autre personne qui va peut-être perdre son travail là, en lien avec l'intelligence artificielle. Donc, tu sais, il y a des enjeux concrets là, par rapport à tout ça. Là. C'est, à mon avis, des choses à prendre en considération. Ce qui fait que j'ai investi beaucoup de temps à l'étude, entre autres de la bourse, de l'investissement, comment s'enrichir rapidement, faire fructifier l'argent. Puis sinon, ben, qu'est-ce que j'ai comme résolution? Ben, en fait, pour en venir au sujet de l'enregistrement présent, ma résolution, c'est quoi? C'est de continuer à travailler pour l'année 2026 à mon autonomie financière, comme je l'ai fait en 2025. Naturellement, pour investir en bourse, ça prend de l'argent. Beaucoup de personnes avec qui que je peux parler de tout ça vont me dire, ben là, j'ai pas nécessairement d'argent pour investir, mais pour y arriver, c'est soit d'augmenter les revenus ou de diminuer les dépenses. Pour diminuer les dépenses, il y a des choses concrètes qui peuvent être faites. Naturellement, ça ne fait pas plaisir à beaucoup de monde. Ça prend des caractères peut-être un peu plus de type capricornien, qui sont habitués de faire le maximum avec le minimum, d'exceller dans des conditions très restrictives, très austères. Mais ce que je peux dire, c'est que ce qui m'a donné des résultats, c'est l'économie radicale lors de l'année 2025. L'économie radicale, c'est quoi? Ben, je vous donne un exemple concret. Bon, ben, au lieu d'acheter de la viande rouge comme du bœuf qui a augmenté beaucoup dans les dernières années régulièrement, ben, c'est par exemple manger des œufs. Ça va coûter moins cher. Ça va représenter plus de nourriture pour plus de repas. Donc, ça va être des protéines de type animal qui coûtent moins cher que de manger, par exemple, du bœuf ou il y a des choses qui peuvent être faites. Pratiquer le jeûne intermittent, l'économie de nourriture, ne pas aller au restaurant. Il y a des choses très simples. Les dépasser, tout a augmenté. Puis j'avais été avec, dans le fond, ma compagne, on avait été dans un bar laitier où il y a des cornets. Puis là, elle me faisait remarquer que pour un cornet, ça coûtait 7 $. Puis aujourd'hui, pour 7 $, on peut quand même trouver à l'épicerie un gros contenant de crème glacée, là. Donc, il y a un écart entre les deux. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites, comme garder, par exemple, le logement à une température plus basse. Que, au lieu de garder ça tout le temps à 20 ou 22 degrés Celsius, quelqu'un peut descendre ça à 15 degrés Celsius. Il y a des choses qui peuvent être faites. C'est sûr qu'il y a l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, ça, c'est un volet intéressant dans le sens que des véhicules d'investissement où on peut placer de l'argent à l'impôt, comme par exemple REER, CELI, CELI-AP, régime d'épargne études, là, si on a un enfant, qui sont des moyens de faire fructifier son argent, entre autres, à l'abri de l'impôt. Bon, pour un REER, c'est pendant un certain nombre de temps. Puis, c'est de bien comprendre, pour ce qui est des gens qui vivent au Québec, les règles du jeu économique. Donc ça l'aide, entre autres, à s'enrichir. Mais le point que je veux faire dans mes résolutions, c'est quoi? C'est, dans le fond, m'occuper de ma santé, sachant que le réseau de la santé laisse à désirer, ben, je m'occupe de m'alimenter décemment. Puis, c'est ça, je continue à étudier la finance.
Puis, ce que je voulais rajouter, c'est que, dans le fond, au fil des ans, dans le passé, j'ai déjà demandé des contributions financières en soutien à mes activités de diffusion web. Les revenus ont varié, ça ne m'a jamais permis de vivre décemment. Donc, mon emploi salarié que j'ai, peut-être que je ne l'aurai pas éternellement avec le développement de l'intelligence artificielle. J'ai déjà essayé de vendre des enregistrements ou des conférences où ce que je parlais de conscience. Ça n'intéressait pas vraiment les gens. Puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2026, il y a un paquet d'informations accessibles gratuitement sur le web, là, des conférenciers professionnels là, qui donnent littéralement leur matériel. Ça les regarde, ça fait partie de leur expérience. Puis moi, de mon côté, ben, je voulais pas créer une secte en parlant de conscience sur le web. Je voulais pas être un gourou, créer une religion sous-coupiste, sombrer dans les méandres de l'ésotérisme et de la fascination spirituelle. Donc, je veux pas jouer cette carte-là. Fait que, résultat, j'en suis venu à la conclusion que mon objectif dans la vie, c'est de développer mes compétences en gestion de capital financier par rapport à la bourse pour œuvrer à mon autonomie financière puis ma liberté de parole. Parce que quelqu'un, par exemple, qui va être commentateur dans un média traditionnel, bon, ben, il va être assujetti à la politique du média, à ses lignes directives et aussi aux gens qui achètent la publicité. Donc, si par exemple quelqu'un parle dans un média qui est financé par certaines entreprises productrices de boissons gazeuses, ben, la personne n'est pas la bienvenue pour en parler en mal ou des critiquer ouvertement ou directement. Même chose par rapport à des vaccins. Donc, c'est de bien comprendre la mécanique médiatique qui enchaîne les gens et qui les aliène à un certain niveau dans leur liberté de parole par rapport tout simplement aux lobbies puis aux entreprises qui les financent puis qui les influencent au niveau économique. Fait que, c'est quoi ma résolution pour 2026? Entre autres, c'est d'arrêter d'être naïf par rapport au niveau de la spiritualité, dans le sens que de croire, par exemple, en Dieu ou en l'esprit ou à des forces cosmiques, ça ne veut pas dire nécessairement que si on croit en quelque chose, on va être secouru ou supporté par ces forces-là. À mon avis, ce qui est plus sage, c'est que l'individu se supporte par lui-même d'une manière autonome sur le plan financier, que ces forces auxquelles il croit ou qui donnent l'importance existent ou n'existent pas. Il n'en demeure pas moins que l'individu que l'autonomie financière d'une perspective matérialiste, que tout ce qui touche à la conscience, à caractère au-delà du corps physique, extracorporel, c'est de la bullshit, ou que c'est réel. Dans les deux cas, si la personne vit d'une forme d'autonomie financière, c'est quelque chose, c'est un acquis pour elle, c'est réel. Fait que c'est pour ça que je suis beaucoup aligné là-dessus. En fait, dans le fond, j'ai vécu, oui, des déceptions, des désillusions par rapport à mes intérêts spirituels passés. Puis, qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a amené à plus à m'individualiser. C'est ce que j'ai à dire, là. C'est sûr que je suis conscient, je suis assez lucide que le discours que je tiens aujourd'hui ne plaira pas à tout le monde. Il y a des gens qui veulent rien savoir de l'investissement, puis c'est correct. Je le vois par rapport à mes codes d'écoute de mes vidéos de ma chaîne YouTube. Dans le sens que les vidéos qui sont plus écoutées, c'est celles que je vais interviewer des gens comme par exemple Berthold ou Mona, plutôt que les vidéos que je fais seul ou ce que je parle d'investissement. Sauf que le point, c'est que la personne, ça l'intéresse, ça l'intéresse pas. Tôt ou tard, la personne est confrontée à des questions d'argent à différents niveaux. Et ce que je vous dirais par rapport à ça, donc je l'ai réalisé parce que tu as des gens qui vont avoir comme penser que, bon, ils ont juste à bénir la santé puis ils vont être en santé. Oui, à un certain niveau,
ça peut la favoriser. Sauf que le point, c'est que j'ai eu vent lors de l'année 2025 d'un philosophe qui a passé une bonne partie de sa vie à bénir, qui s'est consacré à la bénédiction, puis finalement, ben, il se ramasse avec des problèmes de vision importants, qui fait en sorte que par rapport au logement, il a de la difficulté à percevoir les meubles là, dans le logement, puis il peut se cogner sur des meubles. Fait que finalement, il vieillit comme tout le monde. Quelqu'un peut bénir l'immortalité du corps physique, biologique, mais ça ne veut pas dire que ça va l'empêcher de vieillir. Donc, j'ai eu récemment une discussion avec une personne à ce sujet. Puis la personne a dit, ben, de bénir n'empêche pas de vieillir le corps physique qui se dégrade, dans le sens que la personne va finir par mourir pareil. C'est sûr que l'attitude psychologique qu'elle a, puis la bénédiction, ça peut favoriser sa santé naturellement, ça peut avoir une incidence, mais l'incidence n'est pas absolue. Donc, quelqu'un qui va dire, ben, je me fous de la finance, je me fous de l'investissement, puis toutes ces choses-là, puis je vais juste passer mon temps à bénir, j'ai des doutes que ça va lui permettre d'atteindre l'immortalité sur le plan physique biologique. C'est ce que je voulais dire. Le point, c'est que la personne, si en vieillissant, a des problèmes de santé, prenons par exemple quelqu'un qui se fait opérer au genou, puis il va au privé, puis ça coûte 30 000 ben, au moment de l'opération, ça y prend l'argent. Puis ça peut faire une distinction entre avoir ou pas une qualité de vie au moment de la retraite. Quelqu'un qui est en chaise roulante, ou la personne boite, ou a la difficulté à marcher, parce que le cartilage d'un genou il est usé, parce que la personne a joué au tennis une bonne partie de sa vie, ben, si ça prend une opération puis ça coûte 30 000 ben, il faut qu'elle l'aille. C'est ça le point. Donc, c'est des considérations très pratiques qui m'habitent présentement à ce début d'année 2026. Je regarde le sort réservé à certaines de nos personnes âgées au Québec, puis je vous dirais que je trouve ça déprimant. C'est sûr que le phénomène du vieillissement au niveau de la civilisation occidentale, c'est quelque chose de récent. Après tout, vers l'année 1900, en France, l'espérance de vie était de 45 ans. Donc, ça ne fait pas plusieurs millénaires qu'on a des centenaires en grande quantité comme aujourd'hui, en lien avec des progrès de la science. Mais la société n'est pas adaptée, n'est pas ajustée par rapport à ça. Ça va probablement prendre plusieurs décennies. C'est pour ça qu'on se ramasse avec des situations aberrantes. Là, il y a quelques années, j'écoutais un bulletin de nouvelles. Il était question d'une personne âgée. Elle était morte avec un morceau de cocombe. Elle s'est étouffée avec un cocombe dans la bouche. Une autre personne âgée, c'était un morceau de viande qui n'avait pas été coupé comme il faut. Donc, c'est des choses qui arrivent au Québec, où tu as des gens qui meurent dans des urgences en attendant de voir un médecin. Non, le système de santé est très déficient. Et comme résolution, ben, à mon avis, la base, c'est de s'occuper de sa santé physique et aussi financière puis relationnelle. Être en contact avec des gens qui ont de l'allure sur le plan relationnel. Ma priorité, c'est de m'occuper de moi-même dans un premier temps, c'est-à-dire m'occuper d'être en santé physique, financière et émotionnelle. Si je peux aider ma compagne, si je peux aider ma fille aussi, c'est sûr qu'en tant que père de famille, m'occuper de mes proches, ça fait partie aussi de mes priorités. L'un de mes objectifs, naturellement, c'est de travailler à mon autonomie financière. Puis si je peux aider ma compagne dans ce sens-là, puis éventuellement ma fille, ça me fera plaisir. Ça, c'est un autre aspect aussi que je voulais aborder. J'ai réalisé au fil des ans qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le pétrin financier, qui peuvent avoir l'occasion de s'en sortir, mais qui n'apprennent pas. Ça prend de la volonté aussi. Dans le sens que la personne peut être la mieux intentionnée. Imaginez un conseiller financier qui est le mieux intentionné possible pour aider d'autres personnes, mais si les autres personnes ne sont pas réceptives, ça ne servira à rien.
Donc, quand que je regarde la réalité froidement, parce que je regarde, présentement, j'écoute sur Netflix, je trouve ça intéressant. Donc, il y en a parmi vous qui sont abonnés. Il y a 2 saisons là, de disponibles. C'est une série qui s'intitule en français Conquérir Manhattan. C'est par rapport à des agents immobiliers qui vont vendre dans le fond, des logements là, à Manhattan, à New York. Donc, on s'entend que Manhattan, c'est un endroit très luxueux. Il y a beaucoup de multimillionnaires là, qui vont acheter des résidences là. Et c'est assez spectaculaire à écouter comme émission, là, dans le sens que dans la deuxième saison, là, que j'ai dévoré littéralement pendant la période du temps des fêtes, c'était souvent des ventes par rapport à des habitations qui valent entre 5 et 7 millions de dollars. Et le courtier immobilier va chercher une commission d'environ 200 000 dollars. Et là, on parle de 200 000 dollars pour une transaction. C'est pas le revenu pour l'année que la personne a, là. C'est juste une transaction parmi tant d'autres. Puis il y en a qui ont un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions de dollars. Ça, c'est dans la même ville où plein de personnes ont des problèmes à se loger, il y a des problèmes d'itinérance. Donc imaginez, dans le même endroit, là, dans le même État aux États-Unis, tu as des gens qui ont des difficultés à arriver, qui sont très pauvres, puis il y a eux autres qui sont quand même aisés, là, ces vendeurs-là de l'immobilier, ou sinon tu as des gens de Wall Street, là, parce que tu as des millions t'as des gens qui ont des millions, là, des multimillionnaires ou milliardaires. Là. Mais c'est assez spécial. C'est une ville où les extrêmes se côtoient, là, New York. Naturellement, là, c'est sûr que les habitations peuvent faire rêver. Tu as des grandes habitations avec la fenêtre, la vue sur Central Park. C'est beau à regarder, mais c'est tout le temps de voir à travers ça l'aspect financier qui m'intéresse là, présentement. Mais le point que je veux faire, c'est que la finance n'est pas répartie équitablement dans le monde. Puis la personne qui veut passer d'une situation donnée à une autre, ça demande des efforts. C'est souvent le parcours qui est intéressant de vivre, si la personne veut le vivre ou se l'imposer, puis avoir la fierté de regarder ses résultats. Dans le sens que quelqu'un peut, en début d'année, se formuler des objectifs financiers, puis à la fin d'année, regarder son bilan. Donc, moi, l'année passée, en termes de gestion, j'ai vu que j'avais fait à peu près 40% de rendement. Par rapport à... La crypto m'a beaucoup aidé, notamment par rapport à Bitcoin. Là. En moins d'un an, j'ai fait 50% de rendement. UGL, associé à l'or avec effet de levier x2, là, ça m'a donné du rendement parce qu'on est en cycle haussier là, par rapport à l'or. Donc, il y a différents trucs comme ça. Naturellement, l'enregistrement présent n'est pas un conseiller en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement non plus, là. Bien que ça m'intéresse beaucoup, il y a des gens avec qui que je parle dans le quotidien, ils me disent ben, tu devrais peut-être devenir conseiller en investissement, tu es tellement passionné. Oui, mais la question de voir, c'est est-ce que cette passion-là, cet intérêt intense que j'ai présentement, depuis 2024, ça va continuer pendant les prochaines années ou pas? Dans le sens que est-ce que c'est quelque chose de ponctuel, le temps de me rééquilibrer sur le plan financier, puis après ça, je vais étudier d'autres choses? Peut-être que je vais me lancer dans l'étude intensive, par exemple, du jardinage, puis les différents types de plantes avec les différents types de zonage, puis d'ombrage, et ainsi de suite. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un intérêt intense, ponctuel ou quelque chose à long terme chez moi. Fait que là, je suis en étude, puis je m'observe. Quoi qu'il en soit, je suis de l'avis que ça peut être intéressant pour plusieurs personnes d'étudier les opportunités qu'elles peuvent avoir pour s'émanciper sur le plan financier. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment le parcours des gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes sur le web dans le secteur financier. C'est assez impressionnant là, sur YouTube. Là.
que ce soit en anglais ou en français. J'écoute des Européens, des Québécois, des gens un peu partout dans le monde. Puis, c'est tout le temps de voir à travers ça, parce qu'il y a un volet de développement personnel, puis de changement du rapport à l'argent, dans le sens que la personne qui réussit, le plus difficile naturellement, comme l'expliquent plusieurs YouTubeurs, c'est d'accumuler un certain montant d'argent, style 100 000 $, puis après ça, ben, avec l'effet boule de neige, l'argent fluctue tout seul, puis après ça, d'aller chercher 1 million, puis après 1 million, c'est facile d'en aller chercher d'autres. Là. Il y a un aspect enchaînement, puis exponentiel aussi. Prenons par exemple quelqu'un qui est investi dans l'XQQ, qui donne depuis 10 dernières années une moyenne d'à peu près 18% pardon, de rendement. Bon, ben une année fait 18%, l'autre année c'est 18% sur 18% de l'année précédente et ainsi de suite. Fait que c'est exponentiel. Puis les gens qui sont très riches deviennent de plus en plus riches. Puis là, c'est intéressant de regarder, ben, comme la télésérie que j'écoute, Conquérir, dans le fond, à Manhattan, où c'est des agents immobiliers très audacieux, là. Puis là, ils vont chercher des contrats de plus en plus élevés qui valent de plus en plus de millions de dollars. Puis là, les commissions sont toujours en proportion. Fait que c'est quand même particulier, mais c'est la même chose pour quelqu'un qui investit. Plus qu'il va chercher du rendement, c'est en proportion. Donc, il y a un parallèle à faire ici. Sauf que le point que j'en viens, moi, dans mon rapport à la conscience, ou si on peut dire à la spiritualité, est que dans le fond, il y a plusieurs années, c'est-à-dire en 2023, j'ai été malade, j'ai eu besoin d'une opération, j'ai demandé aux forces que mon problème de santé se règle. Oui, dans un certain sens, c'est réglé, parce que j'ai été opéré, mais j'aurais voulu, parce que c'est un problème de peau, que la peau redevienne totalement normale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, suite à l'opération. Je le demande toujours, ce qui fait que j'ai vécu une forme de désillusion. Puis ça m'a amené à être dans l'investissement, mais sans complexe. Avant, j'avais un peu de spiritualité, de dire, ben là, les gens qui investissent, c'est pas nécessairement beau, etc. Là, je suis comme fuck à être beau ou pas, en bon québécois. C'est une question de survie. Si j'ai pas l'opération dans un délai raisonnable, etc., heureusement, je n'étais pas atteint d'un cancer, mais quelqu'un qui est atteint d'un cancer, puis il y a des listes d'attente pour rencontrer un spécialiste au Québec de plusieurs semaines ou mois, la personne, ça peut faire la différence entre elle passe à travers ou pas. Donc, il y a des enjeux très lourds de conséquences, ou avoir accès à une place de service de garde, comme je le mentionnais tantôt, ou avoir accès à un avocat. J'ai réalisé l'importance de travailler avec les réalités physiques. Il y a peut-être des gens, parce que je pense à des gens de mon entourage, un cousin que lui, il a décidé d'être moine bouddhiste. Ça y appartient. Puis en devenant moine bouddhiste, naturellement, il a eu à faire vœu d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Mais j'y ai parlé. J'ai dit, regarde, c'est un problème de santé comme moi, puis tu as besoin d'être opéré, parce que quand même, si c'est mon cousin, on a une génétique similaire. Puis le problème de santé que j'ai, dans le fond, parce que j'ai une autre personne de ma famille qui a le même problème de santé, ça porte des implications génétiques. Ben, ça serait quand même important qu'il y ait un coussin financier. Ça, j'y ai dit là, en personne. Puis là, il a comme dit, ouais, je vais y penser, mais il est toujours dans le bouddhisme. Là. Bon, là, présentement, il est dans la quarantaine. C'est pas trop pire, mais c'est quand que les bobos commencent à apparaître en avançant en âge. Quand il va passer le cap de 50 ans, 60 ans, 70 ans, ça risque de se dégrader, malheureusement. C'est une fatalité. Donc, fait que c'est ça. Moi, comment dire, à un moment donné, tu peux pas sauver les autres malgré eux non plus. Puis il y a des lacunes aussi par rapport à ça. Donc, les systèmes spirituels, la personne qui remet le salut en la croyance en Jésus, puis d'avoir des guérisons, des miracles, ou son salut entre les mains de Bouddha, il y a des limites par rapport à ça. Quoique,
Bon, là, je l'aborde d'une manière peut-être un peu naïve. Là. C'est pas tout le monde qui croit en des religions qui veulent nécessairement être sauvés par une personne ou une personnalité énergétique ou mystique. Mais en fait, le point que je voulais en venir, c'est qu'il y a des lois matérielles implacables, puis qu'il faut comme composer avec. Puis pour composer avec la société, j'en suis venu au point d'intégrer la notion de capitalisme, puis d'étude de la bourse, puis de l'investissement, puis tout ça. Moi, je vois ça un peu comme une nécessité. Puis, mon rapport aux gens, où certaines personnes a changé aussi, parce que j'ai des gens de mon environnement, depuis que je suis jeune, qui m'entourent, qui se plaignent tout le temps. « Ah, la vie, ça coûte cher, les choses augmentent constamment. » Je pense entre autres à une personne proche de moi là, qui a souvent ce discours-là défaitiste qui l'amène dans un rôle de victime. Ben, j'ai dit c'est très simple. Si tu comprends comment que ça marche le système, c'est qu'une inflation, donc la Banque centrale, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, vise à garder l'inflation à peu près à 2%. Donc, il est prévu, il est programmé par le système que ton pouvoir d'achat se dégrade à peu près de 2% par année. Si tu n'es pas capable d'investir dans des actifs qui se valorisent davantage que 2%, ben c'est sûr que tu t'appauvris. C'est aussi simple que ça. Fait que là, moi, je ramène certaines personnes de mon environnement à dire, ben, si tu investis dans quelque chose qui se valorise davantage, par exemple, un fonds indiciel, zéro gestion active à faire, style XQQ, en relation avec le Nasdaq 100, les 100 plus grandes entreprises aux États-Unis qui donnent à peu près 18% de rendement. Bon, en ayant 18% de rendement, si l'inflation fait en sorte que ton pouvoir d'achat se dégrade de 2%, c'est que tu conserves à peu près 16% de ton pouvoir d'achat. Encore là, la question de l'inflation à 2% est discutable parce que nos dirigeants peuvent truquer les chiffres, notamment par rapport à l'indice du prix à la consommation. L'IPC, j'avais écouté une vidéo de Joe Finance, c'est un Québécois, qui expliquait que finalement le coût du baril, du panier moyen des gens au Québec, dans le fond, on disait que c'est resté relativement stable, sauf qu'on a changé les composantes. Comme par exemple, au lieu qu'il y ait de la viande rouge, on met du poulet à la place, parce que les gens mangent plus de poulet aujourd'hui. Mais c'est précisément parce que le coût de la viande rouge a augmenté d'une manière vertigineuse dans les dernières années que les gens mangent plus de poulet pour économiser. Puis à ce moment-là, le panier n'est pas représentatif de la volonté réelle des gens qui probablement que dans plusieurs cas, c'est de continuer de manger de la viande rouge. Donc, si on compare des pommes avec des oranges, puis on dit ça restait à peu près à 2%. Non, non. C'est qu'on compare des éléments qui valaient plus cher avec d'autres qui valaient moins cher pour dire, ben là, tu achètes des événements moins chers, mais qui augmentent de 2%. C'est pas honnête. Mais nos dirigeants vont truquer les chiffres, inquiétez-vous pas. Malheureusement, pour faire fuiter les chiffres, les faire agencer avec certaines politiques ou certaines choses qui font leur affaire. Faut pas être dupe, faut pas être naïf. Le message que je veux livrer aujourd'hui en ce début d'année 2026 est teinté de mon pessimisme par rapport à la société en général. Les mouvements collectifs, malheureusement, pour changer la société, améliorer le monde, je suis moins naïf que ça. Quand j'étais jeune, début vingtaine, quelqu'un de mon environnement avait dit, quand tu es jeune, tu as 20 ans, tu veux changer le monde, puis après ça, quand tu avances en âge, comme là, moi, je suis rendu à 44 ans, bientôt 45, là, quand tu avances en âge, tu composes plus avec l'état du monde. Puis je suis plus avec ça, dans le sens que ma perspective en tant qu'investisseur, c'est que ce qui performe présentement, puis je ne suis pas nécessairement en accord sur le plan moral ou sur le plan éthique, je le répète depuis tantôt, là, le fonds indiciel Nasdaq 100, le SP500 aussi au fil des ans. SP500, sur à peu près 50 ans, tu as une moyenne de 10% de rendement. Là. C'est quand même super bon à comparer de la croissance de différents pays, que ce soit le 440 en Europe ou d'autres indices ou d'autres pays dans le monde. Là. Mais les États-Unis, bref, ont une croissance constante. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce que fait Donald Trump qui dirige présentement.
ou certaines entreprises dans lesquelles je suis investi. Mais c'est ce qui fonctionne. Je suis obligé de composer qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui donne du résultat. Moi, j'investis beaucoup avec des fonds liés au Nasdaq 100 et j'ai un résultat qui est là avec constance. C'est quand même très bien. Sauf que ce que je dois dire, c'est qu'en tant qu'investisseur, l'aliénation que le travailleur vit, c'est à un certain niveau, mais au niveau de l'investissement, c'est un petit peu la même affaire. Mais j'ai des convictions, mais mes convictions ne sont pas nécessairement belles, mais je vais vous les partager quand même. Mes convictions, c'est que les États-Unis sont prêts, le peuple, c'est pas le peuple américain en tant que tel, là, je vais apporter des nuances, là, c'est le moins d'1% qui sont très riches aux États-Unis, puis les dirigeants américains sont prêts à tout faire pour faire de l'argent. J'écoutais récemment Donald Trump. Moi, j'apprécie son honnêteté et sa franchise que, bon, par rapport au président du Venezuela, ils l'ont amené pour être traduit en justice, en ligne du trafic de drogue, etc. Ça, c'est une chose. Mais il a déclaré dans son discours que il va apporter des changements au Venezuela pour qu'il fasse de l'argent avec le pétrole, puis que les entreprises américaines qui avaient été chassées il y a plusieurs années du Venezuela retournent là. Donc, pour l'exploitation pétrolière, parce que le Venezuela, c'est un pays où il y a beaucoup de pétrole, qui est sous-exploité à comparer à d'autres pays. Donc, ça peut être une opportunité d'affaires. Fait que là, moi, c'est intéressant. Je trouve ça honnête de sa part. Au lieu de dire que, bon, il cherche à emprisonner un méchant narcotrafiquant ou rétablir la démocratie, ou etc., que c'est pour le bien de l'humanité. Non, non. Il y a ses intérêts, c'est le pétrole. Il l'aborde clairement dans un discours. Lui, de ce que je comprenais de ce qu'il disait, ce qui m'est rapporté par les médias de masse, t'en prendre, t'en laisser, c'est que au Venezuela, dans le fond, il y a eu une socialisation des politiques là, depuis plusieurs années qui a fait en sorte que les entreprises américaines ont été chassées de là, qui ont moins exploité de pétrole. Puis lui, ce qu'il veut, c'est un retour de la croissance économique des entreprises américaines d'exploitation pétrolière dans le secteur. Bon, ben, il va faire ce qu'il faut. Moi, j'ai l'impression que aux États-Unis, à la différence, par exemple, du peuple québécois ou français, les gens ont plus une mentalité d'entrepreneur puis de chercher la réussite financière. Certes, c'est discutable que ça se fasse à tout prix, là, quitte à kidnapper le président d'un pays pour dire on va le traduire en justice là, parce qu'il fait pas notre affaire. Là, il a été au-dessus de l'ONU. À quoi ça sert à ce moment-là, l'ONU, qu'il y ait une diplomatie internationale par rapport à des gens qui sont accusés de crimes. Donc, au lieu que le président soit accusé aux yeux de l'ONU, qu'il y a eu des délibérations entre des responsables de différents pays pour le traduire en justice, puis faire des procédures qui durent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans le but que le président soit arrêté, en faisant affaire avec une institution internationale pour aller chercher un consensus entre les différents pays. Non, non, de manière unilatérale, les États-Unis disent « Ah, lui, il fait pas notre affaire » de manière impulsive. Ben, impulsive, il faut s'entendre, c'est-à-dire qu'il y a des nuances à apporter quand même au propos, dans le sens que l'opération, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Là, ça a été planifié, ça a été calculé là, pendant plusieurs jours là, pour aller le chercher. Mais le point que je veux faire, je vais aller à l'essentiel parce que je vois que le temps passe, c'est que les États-Unis, ma perspective, j'en suis venu à la conclusion en observant leur comportement au fil de plusieurs décennies, puis de leurs dirigeants, qui sont prêts à tout pour faire fleurir leur entreprise, puis c'est ce qui fleurit. Les États-Unis sont prêts à commettre des meurtres, des actes qui vont à l'encontre des droits internationaux, même des génocides. Les gens vont dire, voyons, t'exagères. Je vais vous donner un exemple concret. Lors de la Deuxième Guerre mondiale qui a eu cours, eh bien, ils ont envoyé des bombes nucléaires à Nagasaki et Hiroshima au Japon. Or, les dirigeants américains savaient qu'il y avait des populations civiles dans ces deux villes-là. Que c'était pas des endroits là, juste avec des bases militaires. Non, non. Ils ont envoyé pareil des bombes de type nucléaire
puis il y a eu des femmes, des enfants, des villageois qui ont été tués. Donc on peut dire que c'est des crimes contre l'humanité. Mais naturellement, ça, c'est un exemple qui a servi le complexe militaro-industriel, donc par rapport à la production d'armes. Il y a des gens qui ont fait, c'est sûr, de l'argent pour produire. C'est une business, l'armement. Là. Puis après ça, ben, il y a eu la multiplication des têtes nucléaires là, pendant la guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Mais pour produire l'uranium qui sert à faire ces armes-là nucléaires, ben, ça coûte une fortune, là. Ça coûte de l'argent, là. C'est pas donné. Mais le point, c'est que souvent les Américains puis les Alliés vont dire ah, c'est pas drôle, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ils ont tué des femmes, des enfants dans des camps de concentration comme Auschwitz, etc. Ils ont commis des crimes contre l'humanité. Ouais, mais regardez ce que vous avez fait aussi. Tu sais, je veux dire, Nagasaki puis Hiroshima, il y a d'autres choses aussi. Les Américains ils ont testé, lors de la guerre du Vietnam, l'agent orange. Donc, ils ont envoyé des produits chimiques dans les airs, puis là, par la suite, ben, il y a eu des enfants avec des malformations qui sont nés parce que ils ont été imprégnés de ces produits-là chimiques qui, dans le fond, ont perturbé le développement des fœtus avec des problèmes de santé très graves. Donc, ils font des tests avec des populations civiles. Donc, il y a des femmes qui ont été impactées, qui ont donné naissance à des enfants difformes. Bon, ben, c'est de l'ordre du crime contre l'humanité. Il y a d'autres crimes aussi qui sont commis, tu sais. Mais ben, ça faisait penser par rapport à l'Irak, puis l'utilisation des armes avec uranium appauvri qui peuvent donner le cancer aux gens qui sont exposés à ça. Bon, ben en Irak, ils ont détruit des endroits, qui ont fait exploser, puis par la suite, les mêmes Américains, ils font affaire avec des entreprises américaines pour construire l'Irak. Ça, c'est une business idéale. Idéalement, tu fais construire ça aux frais des Irakiens qui s'endettent massivement pour un paquet de générations. Puis tu peux saisir leurs ressources comme le pétrole, comme monnaie d'échange aux réparations qu'ils doivent faire pour compenser les destructions que tu as faites sur leur territoire. Tu sais, imaginez un système où tu as un pays qui en avait un autre pour établir la démocratie, naturellement. Pour tasser le dictateur de l'époque, Saddam Hussein, pour dire on va mettre en place une belle démocratie. Puis en même temps, ben, on dit il y a des armes de destruction massive en Irak, c'est grave, puis c'est vrai, c'est vérifié. Il y avait Colin Powell là, qui disait ah, c'est sérieux, là. Naturellement, les États-Unis entrent en Irak, puis finalement, ben, on apprend qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, mais une fois qu'ils sont entrés, puis ils modifient le système, ben, qui ont fait des destructions, ben ça c'est effectif, c'est réel. Qu'il y ait eu des armes ou pas, c'est un prétexte. D'où l'importance de ne pas croire et d'être sceptique. Quoi qu'il en soit, c'est que si tu regardes ça au niveau purement économique puis froidement, tu as des gens qui détruisent des infrastructures, puis par la suite, les mêmes personnes, il faut avoir du culot, là, mettre en place un système où ils vont réparer les destructions qu'ils ont commises. Donc là, puis il y a des gens qui se font de l'argent avec ça puis qui vont se graisser. C'est une business. Détruire, c'est une business. Reconstruire ensuite, c'est une business. Ça fait rouler l'économie. Tu sais, je suis pas naïf. Tu sais, si je regarde par exemple le Nasdaq 100 dans lequel j'ai investi massivement, il y a dedans l'entreprise qui s'appelle Palantir. Palantir, c'est une entreprise de technologie qui utilise entre autres l'intelligence artificielle et qui a été financée par la CIA aux États-Unis et d'autres, puis qui, dans le fond, va faire des contrôles par rapport à des agences gouvernementales américaines pour contrôler les informations, les renseignements, comme la CIA, mais aussi pour d'autres pays, comme par exemple Israël. Puis ils sont impliqués par rapport au projet Lavender qui vise à identifier les gens à tuer, qui sont supposés être, entre autres, des menaces pour Israël, là, comme des membres du Hamas là, radicalisés, des dangereux terroristes. Donc, identifier avec l'intelligence artificielle les gens éliminés, puis dans un délai très rapide, environ 10 secondes, il y a un être humain qui va donner le OK officiel pour tuer la cible identifiée.
Donc, c'est assez particulier, là. La mort assistée par ordinateur. On est rendu à ce stade-là. Mais est-ce que je vais arrêter d'investir dans le Nasdaq 100 parce qu'une entreprise comme ça, certains vont dire une pomme pourrite, il figure? La réponse, c'est non. Ça fait partie des grandes capitalisations. Puis à un moment donné, ben, on ne peut pas être responsable de tout. C'est plate, mais c'est ça. On vit dans un monde cruel, un monde d'exploitation où l'homme peut être un loup pour l'homme. Rendu où ce que je suis à 44 ans, quand j'étais plus jeune, j'espérais un monde de paix, d'amour, un peu comme les gens qui sont peace and love ou naïfs, où tout le monde peut être gentil avec tout le monde, mais c'est pas ça qui se passe. C'est pas sans doute ça qui va arriver dans les prochaines années, malheureusement. J'étudie entre autres le développement de l'intelligence artificielle à travers les travaux de Yuval Noah Harari, qui est un écrivain de réputation internationale, là, qui a écrit entre autres Sapiens. Là, je lis son livre qui s'appelle Nexus. Puis ce qui risque d'arriver, je m'intéresse aussi aux travaux de Laurent Alexandre, Luc Ferry, qui vont étudier le transhumanisme, puis l'intelligence artificielle, puis les répercussions technologiques que tout ça va engendrer. Mais globalement, ce que je peux dire, puis ce que j'anticipe, c'est vraiment un clivage social entre les êtres humains qui vont bénéficier de l'intelligence artificielle, qui vont s'en servir, qui vont posséder les entreprises qui la génèrent, puis les autres. Ça va accentuer sans doute les déséquilibres entre les membres de la population. Puis, il va y avoir de la disparition là, de certains emplois. Là. Ce qui fait que les gens vont falloir qu'ils vivent autrement, et qu'il est possible que les gens qui atteignent l'autonomie financière ou qui travaillent pour ça dans les prochaines années vont être en mesure davantage de tirer de leur épingle du jeu que les personnes qui vont être frappées par le tsunami de licenciements qui peuvent arriver en avec l'apparition rapide de l'intelligence artificielle. Fait que ça, c'est un dossier à suivre. Mais je voulais quand même revenir pour vous dire que pour des raisons de m'occuper de ma santé physique, émotionnelle, mentale, je suis obligé de composer avec un système qui ne me plaît pas. Mais je suis obligé de regarder les choses froidement quand j'investis. Mais il faut réaliser qu'on est pris dans une dynamique capitaliste. Puis que les beaux principes spirituels, malheureusement, c'est pas assez. On le voit à un certain niveau au Québec, les églises qui se mettent à fermer parce que ça dépend des dons des croyants. Bon, puis il y a des paroisses qu'il y avait, par exemple, deux églises se ramassent avec une église ou des paroisses qui fusionnent ensemble parce qu'il manque de gens pour cotiser à la quête, pour contribuer financièrement à maintenir les installations physiques des églises, les entretenir. C'est plate pour les gens qui sont dans la religion catholique, mais c'est un constat de société, des limites du don ou de la croyance religieuse là, à ce niveau-là. Mais pour moi, il existe des réalités occultes. Puis ça, c'est l'aspect un peu plus lourd, dramatique de situation. Dans le sens que s'il y a des consciences occultes, là, c'est sûr que c'est pas le but de l'enregistrement, là, parce que je pourrais aller un petit peu plus loin dans mon propos puis rentrer en état de transe en utilisant mon crayon. Faire des barres du haut en bas. Pourquoi que les choses sont ainsi sur Terre? Ben là, c'est ça, ça me répond que c'est parce que l'être humain est parasité. Il est parasité dans son désir d'avoir de l'argent, son désir de profit. Qui est chevauché par des forces anti-hommes, qui l'amènent hors des comportements anti-hommes, qui amènent des situations d'exploitation de l'homme par l'homme et de, comme le formulait un penseur, de dire que l'homme est un loup pour l'homme. Si je pose la question à l'esprit, pourquoi que les consciences qui ont une vocation de faire évoluer l'humanité n'interviennent pas d'une manière plus directe, ben ça me répond qu'ils interviennent à un certain niveau, sauf qu'en général, l'être humain n'écoute pas, ne s'ajuste pas.
L'être humain est entêté, tête de cochon. Il vit dans la peur, ainsi de suite. Ce que ça me dit en même temps, ben vous êtes mieux de composer avec le système que le subir, puis vous sentir victime puis impuissant. Bref, je pourrais rentrer en transe puis communiquer parce qu'il y a plein d'injustices, il y a plein de choses qui n'ont pas de bon sens. Sur le plan économique, la situation de l'économie mondiale est monopolistique, dans le sens que ces Américains, encore aujourd'hui, en 2026, je mets au défi tous les gens qui m'écoutaient, là, trouvez-moi un pays où qu'une aussi grande croissance, ou même une plus grande croissance que les États-Unis dans les 50 dernières années. J'en vois pas un. J'ai fait des recherches à un moment donné. J'ai été voir de côté de Dubaï, j'ai été voir la France, l'Angleterre, l'Allemagne. En Europe, ça fait partie quand même des pays riches. Là. L'Allemagne a une belle entreprise, le Japon, etc. Non, des Américains. La Chine se développe présentement. B. Ouais, ça, c'est un autre sujet que je voulais aborder. La Chine a un potentiel technologique. Présentement, il y a certaines inventions, parce qu'autrefois, la Chine copiait les inventions des États-Unis, des pays européens. Mais là, la Chine est dans l'innovation technologique. Puis elle a une vocation de se développer sur le plan technologique puis rapide. Puis la Chine n'a pas les inhibitions qu'ont les Européens. Pendant que les gens en France, en Belgique sont occupés à réfléchir, puis à faire des débats philosophiques, puis législatifs pour essayer de voir comment ils vont encadrer l'intelligence artificielle qui se développe, qui est de plus en plus présente en société. Inquiétez-vous pas que pendant ce temps-là, pendant qu'eux autres ne développent pas, les Chinois, eux autres développent à grande vitesse, puis ils n'ont aucun problème éthique ou moral avec ça, ou développer. Probablement que dans l'avenir va venir les êtres humains qui vont avoir une plus grande longévité sur le plan biologique. Peut-être la Silicon Valley aux États-Unis avec le mouvement transhumaniste, avec les millionnaires et multimilliardaires de la tech, mais aussi la Chine. Ils vont peut-être vouloir développer des super soldats modifiés génétiquement en Chine, où ils sont en train déjà de le faire présentement. Donc, eux autres, ils n'ont pas les mêmes problèmes éthiques ou moraux qu'ont les Européens. Est-ce que c'est bien d'avoir des conduites éthiques? Certainement. Sauf que pendant que les gens sont occupés à évaluer si c'est correct ou pas l'intelligence artificielle, c'est eux autres qui vont prendre le monopole. Ils sont plus dans la course, les Européens, pendant qu'ils font ça. Dans ce cas, c'est les Chinois et les Américains présentement qui dominent le tableau là, en termes de percée technologique, d'innovation. On a ChatGPT qui a été développé par les États-Unis, puis DeepSeek par les Chinois. Donc, c'est deux plateformes à surveiller dans les prochaines années là, en termes de développement technique. Mais c'est pas fini. Le développement technique, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on se dirige vers la LGI, là, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui va être, en fait, ça va être une super intelligence artificielle là, qui va englober les différentes capacités, va dépasser l'être humain sur plusieurs plans. Pas sur le plan de la conscience, là, mais sur des plans très techniques, là, dans le sens qu'une intelligence artificielle va dépasser, par exemple, la capacité d'un cardiologue de faire un diagnostic, et ainsi de suite. Puis, je vais fermer la boucle de l'enregistrement en disant ceci, c'est que le mode de vie par exemple, Adrian de Passive Income Investing, que je parle souvent dans des vidéos d'investissement, où il a pris sa retraite à 34 ans. Il y a d'autres du mouvement FIRE qui ont pris leur retraite dans la quarantaine. C'est pas fini. Et c'est peut-être un mode de vie précurseur par rapport à l'intelligence artificielle qui va prendre de plus en plus de place, remplacer non pas juste des emplois sur le plan manuel, mais intellectuel aussi. Donc, même émotionnel, dans le sens qu'il y a entre autres une étude souvent que Laurent Alexandre, vous allez voir ses vidéos sur YouTube, fait référence, où il est question que
les gens vont trouver plus empathique l'intelligence artificielle que le médecin. Puis lui, il dit c'est logique, puis je suis d'accord avec lui, dans le sens que si quelqu'un parle, par exemple, d'un problème de santé comme un cancer à 2 heures du matin à l'intelligence artificielle, probablement qu'il va être mieux reçu que le médecin qui se fait contacter chez lui alors qu'il dort à 2 heures du matin, où il est en débat amoureux avec sa compagne. Donc, puis l'intelligence artificielle, on peut y répéter des choses, puis c'est comme si c'était quelqu'un qui était patient, puis il prend tout le temps de nous écouter avec politesse. Il n'y a pas de lassitude. On peut parler des milliers de fois du même sujet que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne se tanne pas, ne sature pas, à la différence d'un être humain. Donc, c'est ça. Même le volet empathique, émotionnel, que certains psychologues ou travailleurs sociaux pouvaient imaginer avoir le monopole, il n'en est rien que l'intelligence artificielle. Même chose pour la créativité. L'intelligence artificielle est capable de générer des œuvres d'art, que ce soit de la philosophie, pas de la philosophie, de la poésie, pardon, des chansons. J'ai expérimenté avec ChatGPT il y a quelques mois là, par rapport, entre autres, à ce que génère de la poésie, des scénarios de films, des scénarios de livres aussi. Très facilement, instantanément, là, ça génère des choses. Fait que, à mon avis, on entre de plus en plus dans la période du grand remplacement par l'intelligence artificielle et de vivre de revenus passifs peut-être d'ici 30 ans. Aujourd'hui, ça peut paraître fantaisiste ou d'avant-garde, mais ce sera peut-être la norme. Puis le rapport avec l'argent va être très différent là, avec le temps, là, surtout que l'émergence de la blockchain, crypto-monnaie, numérisation des actifs. Mais ça, c'est un autre sujet. Là, je vais arrêter l'enregistrement d'aujourd'hui en vous remerciant de votre écoute. Vous m'avez écouté jusque-là. Là. C'est sûr que là, je me suis laissé un peu aller là, dans les dernières minutes à dévier un petit peu du sujet principal qui était de parler de mes résolutions pour l'année. Mais essentiellement, les résolutions pour l'année, ben, c'est tout le temps entre soi et soi. Là. C'est pas par rapport au collectif. Puis si on attend le support du collectif, on peut attendre longtemps. Voilà l'essentiel de mon propos. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.